Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez pointue, en haltéro et en prépa physique. Comment on détermine au mieux la charge pour un exercice bien spécifique? Le Behind Neck Push Jerk, ou jeter force nuque en bon français. Oui, le BNPG. C'est un exercice intéressant et la question de la charge, elle est cruciale. Exactement. Et justement, on va explorer ça à travers une étude assez récente publiée en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Le titre, pour ceux que ça intéresse, Differences in Mechanical Output Between One Repetition Maximum and Body Mass-Based Load Determination in the Behind Neck Push Jerk. Signé par Yi-Xian Chang, Chie-Ying Chang et Timothy J. Sochomel. Une équipe qui s'est posé une question simple en apparence. C'est ça. La question, c'est est-ce qu'on peut juste prendre un pourcentage du poids de corps de l'athlète pour définir la charge, plutôt que de passer par le test du 1 rhéum, le maxi sur une répétition, qui est, on va dire, la méthode classique, mais parfois un peu lourde à mettre en place. Tout à fait. Le 1RM, c'est la référence, c'est précis pour individualiser, mais voilà, ça demande du temps, une certaine technique, c'est pas toujours évident, surtout avec des débutants ou des grands groupes. Alors l'alternative, c'est de se baser sur la masse corporelle, BM comme body mass. C'est simple, rapide, mais est-ce que ça donne les mêmes résultats mécaniques? C'est ça la vraie question. Pour essayer d'y répondre, l'étude a pris 16 sportifs masculins. Pas les pros de l'haltéro, mais les gars qui s'entraînent régulièrement en musculation. Point important. Ils étaient novices sur cet exercice précis, le BNPG. On leur a fait faire l'exercice à différentes intensités, de 40% à 80%. Et c'est là que ça devient malin. Une fois, l'intensité était calculée à partir de leur RM qu'ils avaient testé avant, et une autre fois à partir d'un pourcentage de leur poids de corps. Et on a mesuré plein de choses. D'un côté, la cinématique, la vitesse du mouvement, la hauteur, ce qu'on voit quoi. Et de l'autre, la cinétique, la force produite, la puissance, l'impulsion. Ce qui se passe sous le capot en quelque sorte. Alors, les résultats. Est-ce que les deux méthodes se valent? Eh ben non, pas vraiment. Et c'est ça qui est frappant. Pour tout ce qui est cinétique, donc la force max, la force moyenne, la puissance max et moyenne, et l'impulsion, l'approche basée sur le RMM a donné des valeurs significativement plus élevées, et ce, à toutes les intensités testées de 40 à 80%. Ah oui, quand même. Donc, concrètement, ils poussaient plus fort, ils généraient plus de puissance quand la charge venait du calcul RRM. Exactement, beaucoup plus de jus si on veut. Mais alors, attends, si la force et la puissance étaient plus grandes, ça devrait se voir sur le mouvement, non? Il devrait être plus rapide, ouais? C'est là où c'est contre-intuitif. Justement, non. Quand on regarde les variables cinématiques, la vitesse maximale de la barre, la vitesse moyenne, eh bien, il n'y avait pas de différence significative entre les deux méthodes de calcul de charge. C'est bizarre, ça. Même vitesse, mais pas la même force déployée. Comment on explique ça? L'explication la plus probable, elle est assez simple en fait. Elle tient aux charges utilisées. Pour les participants de cette étude, leur 1RM au BNPJ était en moyenne 1,2 fois leur poids de corps. Ça veut dire que pour un même pourcentage théorique, disons 60%, la charge calculée sur le 1RM était objectivement plus lourde que celle calculée sur le poids de corps. D'accord, je vois. Donc, à 60% du REM, ils soulevaient plus lourd qu'à 60% de leur poids de corps. C'est ça. Et cette charge plus lourde, même si elle ne change pas radicalement la vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre sur ce mouvement spécifique, elle force le système neuromusculaire à générer plus de force, plus de puissance, pour initier et réaliser le mouvement. La stratégie motrice est sans doute un peu différente. Ok, c'est plus clair. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, les coachs, sur le terrain? Si mon objectif principal, c'est d'améliorer la force et la puissance de mes athlètes sur ce jeté-nuque. Alors, sans hésiter, la méthode basée sur le 1RM semble préférable. Elle garantit un stimulus mécanique plus important sur ces qualités-là, c'est plus ciblé pour développer la force et la puissance. Mais si tester le 1RM, c'est vraiment compliqué, genre avec des débutants complets, ou si j'ai 30 personnes en même temps? Dans ce cas, utiliser un pourcentage de la masse corporelle, ça reste une alternative pratique. Ça dépanne, on va dire. Il faut juste être conscient que ce sera probablement sous-optimal si l'objectif numéro 1 est vraiment la force ou la puissance maximale. On risque de sous-charger un peu les athlètes par rapport à leur potentiel réel. C'est un compromis donc. Facilité contre optimisation du stimulus en quelque sorte. L'étude donne une idée du lien entre le poids et le maxi-G. Oui, elle a regardé la corrélation chez ses participants novices en BNPJ. Elle est modérée. Le poids de corps expliquait seulement environ 29% de la variance du RM. Ah oui, c'est pas énorme. Non. Ça montre bien que d'autres facteurs sont très importants. La technique, bien sûr, la force relative de l'individu, sa coordination.
Le poids de corps seul, c'est un indicateur assez limité, du moins pour ce public et cet exercice. Bon, pour résumer, pour le jeté force nuque, chez les pratiquants qui débutent sur ce mouvement, prescrire les charges à partir du RM ou à partir du poids de corps, c'est pas interchangeable. Surtout si on cherche à maximiser la production de force et de puissance. Le RM donne un coup de pouce supplémentaire. Exactement. Et il faut souligner une limite importante de l'étude, elle porte sur des novices de l'exercice. Qu'est-ce que ça donnerait chez des haltérophiles élites? Eux, leur 1RM peut être bien plus élevé par rapport à leur poids de corps, parfois 2 fois, voire plus. Et leur technique est hyper efficace. Pour eux, j'imagine que l'écart entre les deux méthodes serait encore plus grand et utiliser le poids de corps comme référence serait encore moins pertinent pour la performance. C'est une bonne remarque. Et ça ouvre une réflexion plus large, non? Si ce raccourci basé sur le poids de corps n'est pas idéal ici, est-ce qu'on n'utilise pas d'autres simplifications dans nos entraînements qui masquent un peu la réalité du stimulus? C'est une excellente question pour réfléchir à nos pratiques. Pour ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, voir les chiffres précis, la méthodologie en détail, l'article original de Chiang et Souchomel dans le Journal of Sports Science and Medicine est évidemment la meilleure source. Tout à fait. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines analyses. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci.